Un grand bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau point marché avec Carmignac, en compagnie aujourd'hui de William Charon, spécialiste produit chez Carmignac. Un grand bonjour à toi William. Bonjour Imen, bonjour à tous. Merci d'être au rendez-vous chers participants pour ce nouveau point concernant l'actualité des marchés financiers. Et on va commencer par rentrer dans le vif du sujet avec les mouvements de la semaine. William, on t'écoute. Merci Imen. Alors ça a été une semaine calme, mais globalement positive pour les marchés financiers. Alors ça a été une semaine calme parce que c'était un jour férié aux États-Unis jeudi dernier, c'était Thanksgiving. Et comme à l'accoutumée, aux alentours de Thanksgiving aux États-Unis, les volumes et les transactions sont un petit peu plus faibles, hein. C'est une période de vacances aux États-Unis. Si on regarde les actions mondiales, américaines et européennes continuent sur leur lancée des dernières semaines. Et notamment, hein, on le rappelle, depuis les plus bas de mi-octobre, on est sur des hausses entre 10 et 20% sur les principaux marchés actions développés. On se rend compte également que les marchés, les marchés font face à, on a des craintes qui se dissipent sur les marchés, pardon, avec notamment une volatilité qui est en baisse. C'est la 5e semaine de suite, ou la 5e sur les 6 dernières semaines, que la volatilité est en baisse. On a une baisse de plus de 40% par rapport au plus haut de mi-octobre. Donc ça veut dire que les craintes semblent se dissiper, en tout cas pour les investisseurs. Et on le voit notamment sur les taux. Les mouvements de taux sont un petit peu plus faibles de ce qu'on avait l'habitude de voir depuis le début de l'année. C'est également cette semaine, ça a été visible également sur les devises. On a notamment l'euro-dollar, hein, qui a été à peu près stable après une baisse du dollar de plus de 5% depuis début novembre, notamment du fait justement de la stabilisation des taux américains, hein, et notamment d'un possible ralentissement des hausses de taux de la part de la Réserve fédérale américaine. Mais sur la semaine, les principaux mouvements sont à regarder du côté du pétrole et de la Chine. Alors tout d'abord, du côté du pétrole, on peut voir que le prix du pétrole brut américain a chuté de près de 5% la semaine dernière. Vendredi, ça s'est changé aux alentours de 77 $. Pour rappel, il y a un peu plus d'un mois et demi, on était à 93 $. Donc c'est une baisse de plus de 15%, à peu près 17%. C'est une baisse significative. La semaine dernière, la baisse a été engendrée notamment par des stocks aux États-Unis qui sont plus importants que prévu. Et donc, justement, ça a été une mauvaise nouvelle d'un point de vue du pétrole et ça explique la baisse de 5% sur la semaine. Autre mouvement important, et j'en parlais, c'est ce qui s'est passé en Chine. Alors vous avez probablement vu, hein, ça a fait les gros titres des journaux, ce qui s'est passé en Chine. Il y a eu des manifestations, mais même avant cela, on a une résurgence des cas de Covid dans les principales villes, ce qui a entraîné des mesures de confinement. Je pense notamment à Pékin, mais dans plusieurs autres grandes villes. Et c'est inédit, c'est la première fois depuis justement cette crise du Covid qu'il y a des manifestations, hein, assez importantes à peu près partout, sur toutes les classes sociales, qui touchent la Chine. Alors, ça explique en partie la baisse de 3%. Après, il faut quand même remettre un petit peu de perspective, hein. Depuis début novembre, les marchés chinois, ils étaient en hausse de plus de 20%. Oui. Donc, il y a énormément de volatilité, hein, sur la Chine cette année. On l'a encore vu en novembre. Et donc, il y a également une petite prise de profit qu'il ne faut pas négliger après une forte hausse. C'est aussi normal que les marchés se stabilisent un petit peu de ce côté-là. Et donc voilà, ça a été les principaux mouvements de la semaine dernière sur les marchés financiers. Entendu, William. Donc, du coup, la Chine et le pétrole en particulier. Alors, tu voulais commencer, avant même d'envisager le point macro-micro, par justement une dimension pédagogique sur notamment les phases du cycle économique et en particulier les quatre grandes phases de ce cycle. Donc, je te laisse commenter ton graphique du coup. Exactement. Alors je voulais commencer par la minute pédagogique parce que justement ça va être un petit peu le fil rouge de notre rencontre aujourd'hui. Euh,
Et je vais parler notamment du cycle économique. On en parle beaucoup, on entend un petit peu partout, par-ci par-là, que le cycle économique revient, que c'est le retour du cycle. Mais qu'est-ce que cela signifie exactement? Alors, le cycle économique, hein, pour faire simple, pour reprendre la définition, on va dire, c'est l'ensemble des fluctuations des activités économiques d'un pays, d'une région ou du monde. Donc globalement, le cycle économique, ça se répète plus ou moins en boucle, plus ou moins régulièrement, et, et ça peut être identifié via 4 phases, donc qui sont les phases de récession, de reprise, d'expansion et de ralentissement. Alors pour rentrer un petit peu plus dans le détail, la phase d'expansion, hein, c'est celle qu'on connaît le plus, c'est la phase de prospérité, où tous les indicateurs sont au vert, et on assiste justement à une hausse de la production, à une hausse des salaires, à une hausse de la consommation, des bénéfices, et également à une hausse de l'investissement, notamment l'investissement privé. Et tout cela, ça se caractérise par une augmentation du taux de croissance et donc du produit intérieur brut, qui est le PIB. Ensuite, on a une phase qu'on appelle de ralentissement ou parfois même de surchauffe, on appelle ça la surchauffe économique. Cette phase, c'est la fin de la phase d'expansion et qui commence à montrer un ralentissement de la croissance, donc du produit intérieur brut, qui commence à se contracter. Et c'est justement un petit peu le point où en plus de la croissance, plusieurs autres activités économiques commencent à décroître. Donc on peut penser à la consommation, à la demande en biens et services, à l'offre d'emploi qui commence à se réduire. Ensuite, et dans cette période-là, c'est aussi la période où l'inflation est la plus haute, en général, hein, de fait de l'expansion et de la surchauffe. C'est là où l'inflation est la plus haute. Et ensuite, et c'est également là, hein, pour revenir sur les politiques monétaires, où les taux, que ce soit les taux à court terme ou à long terme, sont les plus hauts. C'est dans cette phase de surchauffe juste avant la récession. Ensuite, on a la phase de récession économique. Hein. Encore une fois, c'est des phases qui durent plus ou moins longtemps. C'est pas sur ce graphique, c'est à titre illustratif, bien entendu. Parfois, les phases d'expansion peuvent durer beaucoup plus longtemps que les phases de récession. La récession, elle se caractérise, hein, on le connaît, par une impasse économique, une stagnation de la productivité, l'accumulation de stocks, la fermeture ou la faillite de certaines entreprises. Donc voilà, c'est la phase de récession. Et ensuite, on a la phase de reprise, c'est le point de retournement, où justement, on sort de cette phase de récession et on rentre dans une phase d'expansion, où on essaye de relancer la productivité. Et ça permet au marché justement de retrouver un nouveau souffle quelque part. Et donc justement, c'est si que je voulais en parler aujourd'hui parce que pour 2023, c'est extrêmement important d'avoir ces cycles en tête et de regarder en fonction des régions où se situe chaque région dans le cycle économique. Et c'est là où justement tu parles de désynchronisation. On va avoir justement donc plusieurs vitesses au niveau des différentes régions économiques, en 2023 en particulier. C'est ça. Exactement. Alors, sur le graphique de gauche, vous avez l'évolution de la croissance annuelle du PIB par région. Donc, c'est des estimations pour 2022, 2023 et 2024. Et on observe sur le graphique de droite les 4 phases dont je parlais, donc expansion, ralentissement, récession et reprise. Et on observe que justement, les différentes régions du monde sont désynchronisées, c'est-à-dire qu'elles ne se situent pas sur la même phase du cycle économique. On a notamment les États-Unis qui sont encore dans le phase de surchauffe ou de ralentissement et qui justement sont encore dans ce niveau-là avec une inflation élevée et un produit intérieur brut, donc une croissance qui devrait diminuer à partir de l'année prochaine et notamment à partir du deuxième semestre de l'année prochaine. Et on devrait avoir les États-Unis qui rentrent en récession à partir justement du deuxième semestre l'année prochaine, voire de 2024. À l'inverse, l'Europe est un petit peu plus avancée que les États-Unis dans cette phase-là. Elle est déjà plus ou moins dans une phase de récession, en tout cas elle y arrive. On parle pour l'Europe d'une récession hivernale.
qui s'explique bien entendu par les coûts de l'énergie, mais pas que. Et on le voit dans le graphique de gauche que en 2023, la croissance devrait baisser avant de rebondir légèrement pour 2024, mais c'est un rebond plus technique que structurel. Et enfin, on a la Chine qui est beaucoup plus avancée dans ce stade de récession. Alors, si vous regardez le graphique de gauche, on voit une croissance pour 2022 d'environ 3%. Néanmoins, si on va un petit peu plus dans le détail en Chine, la Chine est en réalité en récession sur le privé. Donc la croissance de 3% tient principalement grâce aux politiques publiques qui ont été mises en place depuis juin, notamment sur les infrastructures. Mais si on regarde la consommation, si on regarde l'immobilier, eh ben, elles sont en train de, c'est des indicateurs économiques qui se contractent pour la Chine, et c'est pour ça qu'elle est plus avancée dans cette phase de récession et qu'elle se rapproche de cette reprise économique justement tirée par une politique monétaire et fiscale qui devient de plus en plus accommodante pour la Chine, pour justement essayer d'insuffler un nouveau souffle justement sur l'économie chinoise. Et donc, cette désynchronisation, justement, donc, au niveau du cycle économique, a des répercussions au niveau de l'inflation, notamment au niveau donc, et également au niveau, justement, donc, des marchés financiers. C'est ça ton point microéconomique, du coup. Exactement. Alors, encore une fois, c'est une représentation illustrative, et j'ai même envie de dire complètement théorique des phases économiques, et également de ce que les investisseurs privilégient dans chaque phase économique. Alors, cette fois-ci, là où c'est un petit peu plus complexe qu'à l'accoutumée, c'est que, comme je l'expliquais, on a une désynchronisation. Donc, c'est-à-dire que les investisseurs, quelque part, ils vont devoir jongler entre des actifs européens qui rentrent en récession, donc on ne privilégie pas les mêmes actifs, les États-Unis qui sont en période de ralentissement et qui potentiellement pourraient arriver dans une récession qui serait en plus potentiellement causée par la Réserve fédérale américaine. Et à l'inverse, on a la Chine qui pourrait sortir de cette phase de marasme économique et quelque part relancer la machine, et pourquoi pas entraîner l'économie mondiale. Et donc, c'est vraiment quelque chose qui va être important pour les investisseurs pour 2023. Ça va être de pouvoir jongler, de pouvoir analyser les points de retournement qui vont faire passer, par exemple, les États-Unis d'une phase de ralentissement à une phase de récession, l'Europe d'une phase de récession à pourquoi pas une phase de reprise. Donc pour cela, on va regarder plusieurs indicateurs. Pour l'Europe, on va regarder ce qui se passe au niveau politique fiscale et notamment la relation entre politique fiscale et politique monétaire. Vous savez, la Banque centrale européenne est dans une situation un petit peu délicate où elle doit jongler entre justement une inflation galopante et un risque souverain, notamment je pense à l'Italie, qu'elle doit gérer. À l'inverse, aux États-Unis, l'inflation qu'on appelle sous-jacente, on en a déjà parlé, ou l'inflation cœur, reste très élevée. On est aux alentours de 4%. Et donc, si on veut vraiment combattre cette inflation sous-jacente, il va falloir, on le pense, peut-être causer une récession. Donc, peut-être que la Fed va encore hausser le ton. C'est une possibilité, c'est quelque chose qu'il va falloir regarder. Et enfin, en Chine, ce qu'on peut regarder, c'est potentiellement justement, donc il y a les politiques monétaires et fiscales, comme j'expliquais, qui sont un petit peu plus accommodantes. Il va falloir également regarder ce qui se passe au niveau du Covid, comme on en a parlé. Cette semaine, ça a fait l'actualité. Il y a 20 mesures d'assouplissement qui ont été annoncées par le gouvernement, qui devraient être mises en place à partir du Q1, Q2 l'année prochaine. Est-ce que cela sera suffisant? C'est vraiment des indicateurs qu'on va regarder pour 2023 et qui devraient avoir une conséquence sur l'allocation d'actifs des investisseurs. Et là, je parle vraiment au niveau mondial. Et justement, donc du coup, ton message de la semaine, c'est de dire que cette désynchronisation trouve tout son sens dans la diversification. Donc en fait, ça amène justement donc, à encore plus diversifier son panier d'actifs financiers. Et donc du coup, ça donne encore plus de valeur à cette mécanique justement donc, de la diversification. Exactement, c'est exactement le point du message de la semaine, c'est que justement cette désynchronisation est
et également le temps que chaque région va passer dans chaque phase va avoir une influence. Et donc, un moyen de faire face à cette désynchronisation, c'est d'être entièrement diversifié sur les États-Unis, l'Europe, la Chine, avoir justement privilégier peut-être les actifs qui pourraient mieux performer dans chaque phase du cycle en fonction de la région, mais c'est vraiment la diversification au niveau des secteurs, au niveau des titres, au niveau des pays qui va être importante dans cette année 2023. Entendu. Et justement, donc pour donner une illustration de cette diversification, on parle cette semaine de Carmignac Portfolio Patrimoine Europe. Alors, c'est un fonds dont on a pas mal parlé également donc, lors des sessions précédentes. Un fonds que l'on retrouve pour le coup donc, directement sur notre plateforme easybourse.com. Et donc, du coup, ici, on a un positionnement qui justement donc, va jouer cette diversification. Exactement. Alors, pour, enfin, pour ce fonds-là, c'est un fonds qui est multiclasse d'actifs, donc qui peut investir à la fois sur les actions et les obligations, et qui permet justement qu'il y ait une gestion dynamique des risques et des opportunités. Et donc, comme on l'expliquait, l'Europe est actuellement dans une phase potentielle de récession. Donc, si on veut s'exposer à l'Europe, une des façons de le faire, c'est via un fonds comme celui-ci, qui est flexible, actif, qui a la possibilité de sélectionner des classes d'actifs au fur et à mesure, donc de réduire le risque action si on rentre vraiment dans une phase de récession où certaines entreprises pourraient énormément souffrir. À l'inverse, seraient exposées par exemple au marché du crédit, au marché obligataire en général, sur les taux. Donc c'est un fonds qui est européen. Néanmoins, il faut pas oublier que l'Europe est interconnectée, le monde est interconnecté. On ne regarde pas exclusivement la situation de l'Europe parce que les entreprises européennes, elles ont à peu près entre 20 et 30% de leur chiffre d'affaires qui est lié à l'Europe. Le reste, c'est principalement en Asie, en Chine. Hein. Je parle des entreprises au sein du fonds, pas les entreprises européennes en général, les entreprises au sein du fonds. Donc les actions au sein, notre poche action, elle est investie qu'à 30% au sein de l'Europe de l'Ouest. Tout le reste, elle est dépendante bien entendu de la situation en Chine. Donc s'il y a une réouverture, ça pourrait profiter à certains titres. Je pense notamment au titre du luxe français. S'il y a une récession amenée aux États-Unis, justement, ça pourrait à l'inverse peser sur d'autres titres. Et donc c'est toute cette interconnexion qu'on va, au sein du fonds, que les deux gérants, qui sont Marc Denham et Kisney, vont analyser et essayer de trouver l'allocation d'actifs la plus cohérente en fonction du cycle et en fonction justement de l'évolution de chaque région au sein de ce cycle économique. Donc actuellement, ils sont assez prudents, hein, ils ont une part de liquidité qui est assez importante, une sensibilité qui est redevenue positive, mais qui a été gérée assez, enfin même très activement depuis le début de l'année, et une exposition nette aux actions qui est à peu près au milieu de la fourchette. Hein, la fourchette va de 0 à 50%, on est aux alentours de 21% aujourd'hui, et c'est justement un fonds qui pourrait permettre aux investisseurs d'avoir une exposition à l'Europe, mais de façon, on va dire, un petit peu plus modérée qu'un fonds action classique. Entendu. Et donc du coup, là pour le coup, il s'agit donc du positionnement à date de ce fonds donc Patrimoine Europe. On a des questions autour justement de cette allocation d'actifs. Donc passons tout de suite justement donc aux questions. La première question concerne le régime de la volatilité. William, est-ce que cette désynchronisation justement donc du cycle économique dans les différentes grandes zones justement du monde va amener à davantage de volatilité donc ou pas sur les marchés financiers, globalement parlant? Alors, c'est toujours difficile de se prononcer sur une volatilité future. Néanmoins, on a quand même vécu une année 2022 extrêmement volatile, à des niveaux très importants. Et cette volatilité, elle s'expliquait notamment par les marchés de taux. Je crois que Kevin en a parlé la semaine dernière. Les marchés de taux, en 2022, ont connu le cycle de resserrement monétaire le plus généralisé et rapide de l'histoire. Oui. En 2023, on s'attend à quelque part un
j'allais dire une attente, à des banques centrales qui devraient être un petit peu plus, attentistes en 2023. Et donc, qui dit ça devrait entraîner moins de volatilité sur les taux d'intérêt. Mmh. Donc, qui dit moins de volatilité sur les taux d'intérêt, c'est également moins de volatilité pour l'ensemble des marchés. Hein. On l'a vécu cette année. La volatilité sur les taux d'intérêt, ça entraîne une volatilité sur les prix des actions, parce que notamment les multiples de valorisation, on en avait déjà parlé également, fluctuent. Donc, ça entraîne une volatilité sur les actions. En 2023, si on s'attend à des taux qui soient un petit peu moins volatiles, on peut également s'attendre à des marchés actions un petit peu moins volatiles. En revanche, encore une fois, une période de récession peut entraîner des faillites, peut entraîner également de la volatilité sur certains secteurs. Donc, j'ai envie de répondre globalement, on devrait avoir peut-être moins de volatilité, mais c'est à surveiller parce qu'une phase de récession, ça entraîne quand même de la volatilité dans certains secteurs, dans certaines classes d'actifs et sur des moments précis où justement on pourrait avoir des tensions ou également sur certaines régions. D'accord, d'accord. On est alors 3 autres questions rapidement, William. Oui, On est bien d'accord que la Chine aujourd'hui, n'est pas censée justement, entrer en récession en 2023. Donc elle est plutôt justement en train de sortir de ce ralentissement, en fait économique. C'est exactement. La Chine est en train de sortir de ce ralentissement économique. OK. Euh, Donc c'est elle qui devance aujourd'hui en fait les autres zones géographiques? c'est elle qui est en avance du cycle. C'est le cas depuis maintenant la crise du Covid. Oui. C'était les premiers à en être sortis. Donc, ils ont une avance qu'ils ont gardée de ce point de vue-là. Donc du coup, donc une autre question, c'est sur l'ampleur de la désynchronisation. Est-ce qu'on est face à une situation inédite, William, dans son ampleur? On imagine qu'on a connu d'autres phases de désynchronisation, bien entendu, mais est-ce que justement on est face à un cas atypique, justement dans sa dimension? Encore désolé hein, pour ce problème de connexion. Alors, on est dans un cas atypique, bien entendu. On a eu une reprise économique post-confinement et post-Covid qui a été exceptionnelle. On est maintenant dans une phase de ralentissement, de surchauffe qui a également été exceptionnelle. Il y a eu des facteurs exogènes, hein, je pense notamment justement à la situation en Ukraine. Hein. On est tous au courant, ça a créé une énorme inflation. Donc les pressions inflationnistes ont été encore plus importantes euh, et ont entraîné encore une désynchronisation encore plus rapide de ces régions. Donc on est effectivement à une situation qu'on n'a pas vue depuis de nombreuses années. Néanmoins, il ne faut pas oublier que dans les années 70-80, on connaissait déjà hein, des cycles économiques très forts, très marqués. Et c'était moins le cas, on va dire, ces 20-30 dernières années, où les cycles ont été un petit peu plus atténués, notamment par des pressions des inflationnistes, comme pour faire très rapidement, le fait de pouvoir toujours aller. Enfin, il y avait une surenchère technologique, il y avait de la main-d'œuvre moins chère, et c'est plein de pressions des inflationnistes qui sont en train de partir et qui créent justement ce retour du cycle économique de cette manière et aussi violemment comme on est en train de le vivre. Entendu, entendu William. 2 autres points, alors une réponse implicite à la question de Franck, qui disait: «Mais est-ce que justement, en fait, les problèmes récents liés au Covid pourraient avoir des conséquences justement donc sur cette, macroéconomie chinoise, qui, semble un peu, justement manquer être en avance actuellement?» Moi, ce que j'ai compris de ce que tu disais, c'est que les mesures éventuellement d'assouplissement, du début d'année prochaine, donc d'assouplissement anti-Covid, pourraient atténuer les choses éventuellement et faire en sorte que, la trajectoire ne déraille pas, en fait. C'est un peu ça? Exactement. Alors ça, c'est le premier point. Néanmoins, il y a un point qu'il ne faut pas négliger, c'est si les manifestations perdurent, Bien sûr. deviennent de plus en plus importantes, et si elles obligent Xi Jinping à peut-être accélérer encore la cadence, ou au contraire à être encore plus restrictif. Donc il y a deux possibilités, mais globalement, ce qui se passe en Chine, c'est globalement une bonne nouvelle, parce qu'il y a quand même une volonté de sortir de cette politique zéro Covid, et peut-être que s'il y a plus de manifestations encore et que la pression sociale continue d'augmenter, eh ben, le gouvernement chinois devra peut-être faire quelque part un petit peu machine arrière et peut-être potentiellement importer
des vaccins occidentaux, Mmh. parce qu'actuellement, les vaccins utilisés sont exclusivement les vaccins chinois qui ne sont pas aussi performants. Et donc, avec l'importation de vaccins occidentaux, ça pourrait être également une bonne nouvelle pour la Chine. Donc, globalement, on va dans la bonne direction. On a encore, j'ai vu ce matin à Shenzhen, on a eu des mesures d'assouplissement en direct, hein, qui viennent d'être faits la nuit dernière. Donc ça a expliqué notamment un rebond des marchés chinois aujourd'hui. Et justement, on va vers ces mesures d'assouplissement qui sont plutôt une bonne nouvelle pour l'économie chinoise et également pour l'économie mondiale. Entendu, entendu William. Enfin, la toute dernière question et après donc éventuellement on arrêtera donc ce point marché. C'était, justement sur l'idée, de diversifier et de modifier son allocation en cours d'année en fonction des momentum, économiques. La question qui est posée, c'est, du coup, on est bien d'accord qu'a priori, on s'achemine plutôt vers, une poche stratégique, où on a des convictions financières éventuellement qui s'inscrivent plutôt sur le long terme et une poche plus tactique où là, en fait, il s'agira éventuellement de modifier son allocation en fonction de ce que l'on verra sur la toile macroéconomique. Exactement, là, il y a une gestion un petit peu plus tactique, hein, qui est mise en place chez Carmignac à travers de nos fonds, mais globalement même des investisseurs, on peut le voir, parce que justement, il y a moins de visibilité. Ouais. On n'est plus dans cette phase d'expansion où la visibilité sur la croissance, sur les événements macroéconomiques est assez limpide. Donc il y a moins de visibilité, il y a toujours certains, on va dire, certains possibles troubles faits, hein. Je pense notamment à la situation géopolitique qui pourrait soit s'améliorer, soit au contraire s'empirer. Donc c'est des choses qui obligent aujourd'hui les investisseurs à être un petit peu plus tactiques dans leur positionnement, et également un petit peu plus prudents. Néanmoins, après, c'est toujours pareil, il faut regarder l'horizon de temps en fonction du type d'investisseur. Ça peut également être un moyen de rentrer petit à petit dans des marchés, notamment des marchés actions, si on a des horizons de temps très très longs. Donc c'est tout cela qu'il faut regarder, mais la gestion tactique fait bien évidemment son retour avec cette désynchronisation et cette diversification que demande cette désynchronisation. Pardon. Entendu, William. Merci énormément pour ton éclairage. Merci pour vos questions, justement, chers participants.